Le 7 septembre 2025, un signal jugé impossible a surgi sous le Somme gandais et brisé d'un coup 50 ans de certitude géologique. En quelques heures, deux chiffres seulement, une densité de diamants hors norme et une matrice instable à l'extrême, ont suffi pour transformer une mission de routine en alerte stratégique mondiale. Que signifie vraiment cette cassure silencieuse pour vous, alors qu'Ibrahim Traoré, impassible en apparence, comprend que chaque karat peut rallumer de vieux appétits? Une aube minérale s'ouvre ainsi sur le Sahel, éclatante mais lourdement chargée de questions. Si la rupture du Somme gandais a captivé le monde, c'est parce qu'elle porte une promesse trop vaste pour rester théorique. Derrière la découverte, l'enjeu immédiat tient en 10 mots: préserver la souveraineté avant que la richesse ne la déforme. Les premières analyses, relayées par les géologues et les chancelleries, montrent que la valeur potentielle du gisement dépasse tout précédent connu dans la région sahélienne. Mais cette abondance n'éclaire pas seulement l'avenir, elle accroît aussi la vulnérabilité du Burkina Faso face aux pressions extérieures. Dans les marchés internationaux, les comparaisons avec les premiers puits de pétrole d'Arabie saoudite se multiplient, révélant la portée géoéconomique du moment. Les risques, eux, restent tout aussi palpables: accélération des ingérences, brusques fluctuations financières, tentatives de captation indirecte par des consortiums étrangers. À l'intérieur du pays, la société oscille entre fierté et prudence, consciente qu'une telle ressource peut redéfinir l'équilibre entre ambition collective et discipline nationale. Cette tension crée un fil narratif simple: transformer un miracle géologique en responsabilité maîtrisée. Les premières vérifications croisées ont révélé un écart saisissant: un taux de pureté dépassant de près de 6% les standards mondiaux, confirmés simultanément par les carottages et les relevés satellitaires. Cette concordance immédiate entre données terrestres et orbitales a suffi pour transformer un simple signal en certitude géologique, balayant les doutes initiaux des équipes sur le terrain. Derrière ces chiffres se dessine la séquence précise qui a conduit le Burkina Faso au centre d'une onde de choc continentale. Aux premières heures du 7 septembre 2025, l'équipe mixte burkinabé et chinoise réalise une prospection de routine sous le Somme gandais lorsque s'affiche un motif incohérent: une matrice de carbone cristallisée d'une taille jamais enregistrée. Les ingénieurs soupçonnent d'abord un dysfonctionnement logiciel avant que les satellites ne confirment l'existence d'une anomalie parfaitement structurée. L'information remonte alors vers Ouagadougou, déclenchant une chaîne de décisions resserrée. À 8h30, le centre géologique envoie un message prioritaire au palais présidentiel. À 9h15, un conseil restreint de crise est réuni. L'ordre donné est méthodique: verrouiller le périmètre, neutraliser les drones civils, limiter toute fuite de données. Ibrahim Traoré adopte une posture de contrôle absolu, convaincu que la stabilité du pays dépendra de la vitesse avec laquelle les faits seront encadrés. Le soir même, Africa News diffuse au monde le plus grand gisement de diamants jamais observé. La réaction est immédiate. Marché en tension, analystes comparant l'événement aux ruptures énergétiques du siècle passé, chancellerie cherchant à évaluer le basculement géoéconomique en cours. Dans les rues de Ouagadougou, les foules interprètent la découverte comme une revanche morale, un moment où l'histoire semble enfin se synchroniser avec l'espoir collectif. Dans les villages, les anciens évoquent les récits transmis depuis des générations, convaincus que la terre a choisi son moment pour rendre ce qu'elle gardait en silence. Ainsi s'établit le décor: un pays enclavé, devenu en 24 heures un centre stratégique scruté par toutes les capitales. Dès l'aube du troisième jour, la narration prend un visage humain à travers ceux qui se trouvent sur le terrain.
géologues, militaires, ingénieurs, chacun devenant témoin direct d'un basculement dont ils ne mesurent pas encore toute la portée. Leur rôle pourtant dépasse la technique. Ils servent de relais entre la découverte brute et la compréhension nationale, décrivant un paysage où la science se mêle à l'urgence stratégique. Les équipes expliquent comment, en s'approchant du somme Gandé, elles perçoivent des vibrations infimes sous les pas, écho d'une chambre magmatique dont la stabilité doit être évaluée au plus vite. Cette sensation de seuil, ni dangereuse, ni rassurante, nourrit une vigilance nouvelle. C'est dans ce contexte qu'apparaît Ibrahim Traoré, silencieux mais attentif, posant des questions pointues sur les couches géologiques et la teneur en carbone, comme pour rappeler que la souveraineté commence par la maîtrise technique. Par endroits, les marchés locaux se vident à mesure que les habitants se rassemblent autour des radios communautaires. L'information circule plus vite que les camions. On parle de renaissance, de promesses pour les enfants, de responsabilité commune. Dans les villages proches, des cérémonies improvisées réunissent anciens et jeunes pour remercier une terre qui semble avoir choisi ce moment précis pour se dévoiler. Cette atmosphère, dense mais contrôlée, montre comment une découverte minérale devient un récit partagé. Elle façonne en quelques heures une conscience civique nouvelle, où chaque geste compte et où chaque silence pèse. Le sens profond émerge alors. Comprendre tôt pour agir juste. Le déclencheur survient à l'instant où les données satellites confirment définitivement la matrice anormale. Les ingénieurs, jusque-là prudents, savent que la découverte dépasse le cadre d'une opération minière classique. Les rapports envoyés à Ouagadougou deviennent plus serrés, presque codés, afin d'éviter qu'une fuite ne précipite les convoitises. Sur le site, les militaires établissent un premier périmètre et neutralisent les drones civils repérés autour du volcan Somgandé. L'atmosphère change. L'urgence n'est plus scientifique, elle devient politique. Dans la capitale, les ministères réagissent en cascade, chacun comprenant que le pays s'apprête à franchir un seuil historique. La montée vers l'apogée se joue dans les heures suivantes, lorsque les premières images aériennes sont analysées. Les roches présentent des reflets bleuté inhabituel, signe d'une concentration exceptionnelle en carbone cristallisé. Des hélicoptères effectuent des rotations continues pour sécuriser les accès, tandis que les géologues renforcent leurs mesures de stabilité magmatique. Les couloirs du palais présidentiel s'animent. À 9h15, un conseil restreint est réuni et reçoit les premiers comptes rendus complets. L'ordre est direct: réduire les communications, verrouiller les routes, éviter toute interprétation prématurée. Le soir même, Africa News rompt le silence prudent du gouvernement et qualifie la découverte de plus grand gisement de diamants jamais observé. En moins d'une heure, l'information circule sur les marchés internationaux et provoque un frémissement généralisé. Certains courtiers suspendent leurs transactions, d'autres exigent des évaluations rapides. Le Sahel vient d'entrer dans une lumière inattendue. L'apogée prend alors une dimension plus large. Les chancelleries occidentales rédigent des notes internes pour évaluer les conséquences géoéconomiques. À Moscou comme à Pékin, les analyses publiques saluent une nouvelle ère de souveraineté africaine. Dans les rues du Burkina Faso, la nouvelle se diffuse presque organiquement. Les foules sortent, les radios communautaires saturent, les villages organisent des rassemblements spontanés pour remercier une terre considérée longtemps silencieuse. Les anciens racontent aux plus jeunes que les trésors enfouis ne se dévoilent qu'au moment où un peuple se tient prêt. La cohésion sociale se renforce, tandis que les craintes d'ingérence deviennent plus visibles.
La rémanence s'installe lorsque l'euphorie collective laisse place à la méthode. Les ministères structurent un protocole d'action et mettent en place des comités réunissant scientifiques, militaires et économistes. Les universités organisent des séminaires d'urgence pour analyser les premiers carottages. Les coopératives rurales réclament d'être intégrées aux négociations futures. Dans ce mouvement, Ibrahim Traoré adopte une posture de rigueur, rappelant que la responsabilité précède la richesse. Les experts nationaux soulignent que la maîtrise de la filière ne doit pas se limiter à l'extraction, mais inclure la transformation locale et la protection environnementale. La rémanence, ainsi, n'est pas un ralentissement, elle est de la consolidation d'une vision durable. En quelques jours, le Burkina Faso passe d'un signal anormal à un processus national structuré. Chaque étape, brève mais décisive, construit la continuité d'un événement qui ne peut plus être réduit à une simple découverte géologique. Le pays entre dans une chronologie nouvelle, faite d'anticipation, de discipline et d'équilibre. La première base de référence établie par les géologues concerne la composition de la kimberlite présente sous le Somgandé. Leur rapport préliminaire indique près de 2,4 millions de tonnes de roches diamantifères, une quantité exceptionnellement élevée pour une zone volcanique isolée. Ce volume, sans équivalent régional, fournit une mesure initiale sur laquelle le gouvernement peut élaborer sa stratégie. L'écart se creuse lorsque les analyses montrent que 6% de cette masse est directement exploitable, soit plus du double de la moyenne mondiale estimée à 2,8%. Cette différence significative et mesurable traduit un potentiel économique rare. Les équipes scientifiques ajoutent que le ratio de pureté, comparé aux normes du Botswana et de la Yakoutie, atteint des valeurs supérieures lors des premiers carottages. Ce constat crée un second delta clair entre les standards connus et la réalité du terrain. Dans un deuxième temps, les économistes calculent l'impact immédiat des annonces publiques sur les marchés africains et internationaux. Africa News relève une hausse de 18% des investissements régionaux dans les secteurs miniers et technologiques au cours des 10 jours suivant la révélation. L'indicateur, bien que volatile, confirme que le Somgandé agit comme un catalyseur de confiance dans plusieurs pays voisins. Les fluctuations du diamant brut, évaluées à une montée rapide de 11% avant stabilisation, illustrent la sensibilité d'un marché réactif à la position souveraine adoptée par le Burkina Faso. Cette dynamique montre comment une découverte nationale peut modifier des chaînes d'approvisionnement globales. Le troisième ensemble de données porte sur la sécurité du périmètre. Une augmentation de 22% du budget de défense intérieure est votée pour protéger la zone. Cette hausse ciblée et assumée répond à la nécessité d'éviter toute ingérence ou extraction illégale. Les forces armées déploient une centaine de drones de surveillance dont certains sont issus d'une coopération russo-burkinabé. Les capteurs géomagnétiques installés autour du cratère complètent le dispositif, assurant une détection précoce des mouvements suspects. Les experts militaires affirment que ces mesures réduisent le risque d'exploitation clandestine. Dans ce paysage quantifié, Ibrahim Traoré adopte une posture méthodique. Il exploite la logique baseline delta pour communiquer avec clarté, partir des chiffres bruts, annoncer l'écart obtenu par l'action nationale et rendre chaque indicateur intelligible pour la population. Trois volets structurent alors la réponse du gouvernement: sécuriser, transformer, transmettre. Les tableaux de suivi élaborés par le ministère des Mines montrent une montée progressive des capacités d'analyse et de contrôle. Les universités créent des laboratoires dédiés à la géologie volcanique et à la transformation minérale. Les coopératives locales participent aux consultations, réclamant une transparence accrue sur les bénéfices et les futures redistributions.
Avec ces données, la découverte cesse d'être une anomalie scientifique pour devenir un capital stratégique. Elle alimente une vision où la souveraineté se mesure non pas à la taille du gisement, mais à la capacité de l'État à transformer chaque carat en moteur de stabilité. La quantification, en ce sens, n'est pas une fin, elle constitue la garantie d'une trajectoire maîtrisée. Deux positions se construisent rapidement autour du somme Gandhi, chacune portée par des arguments cohérents. La première, défendue par plusieurs chancelleries occidentales, estime qu'un contrôle intégral par le Burkina Faso pourrait fragiliser les équilibres du Sahel. Selon cette lecture, la concentration d'une ressource stratégique dans un seul État créerait un risque de tension régionale, de perturbation des chaînes d'approvisionnement et d'instabilité diplomatique. Les institutions financières internationales avancent également que l'absence de gestion partagée pourrait entraîner une volatilité accrue des prix et affaiblir les dispositifs de coopération existants. Cette vision considère la découverte comme un facteur de déséquilibre plutôt que comme une opportunité structurante. La seconde position, soutenue par de nombreux pays africains, repose sur une logique inverse. Elle défend l'idée qu'un précédent souverain est non seulement nécessaire, mais fondateur pour l'avenir du continent. Ces États rappellent que les ressources africaines ont souvent été exploitées par des acteurs extérieurs au détriment des populations locales. Pour eux, l'approche burkinabé démontre qu'un pays peut revendiquer la maîtrise totale de sa filière, de l'extraction à la transformation. Ils ajoutent que la stabilité ne dépend pas d'une gestion internationale, mais d'une gouvernance nationale exigeante, adossée à des institutions solides et à une vision de long terme. Dans cette optique, la souveraineté constitue un rempart contre les ingérences. La réponse aux deux thèses s'étaye par les données observées depuis l'annonce. Les marchés n'ont pas connu de panique durable. Ils ont réagi avec prudence avant de se stabiliser sous l'effet des restrictions imposées par Ouagadougou. Les investissements africains ont augmenté de 18%, signe qu'une dynamique interne peut s'affirmer sans menacer l'ordre international. De plus, la hausse de 22% du budget de défense intérieure montre que le pays prend ses responsabilités en matière de sécurité territoriale. Ces éléments factuels illustrent qu'une gestion souveraine n'exclut ni la discipline ni la stabilité. Ainsi, la confrontation des deux visions trouve un terrain commun, la nécessité d'un contrôle rigoureux, fondé sur l'expertise scientifique et la planification stratégique. Il apparaît au moment où les premières analyses institutionnelles cessent de commenter la découverte et commencent à en mesurer la portée stratégique. Les rapports internes décrivent non seulement une richesse minérale exceptionnelle, mais aussi un changement d'échelle dans la manière dont le Burkina Faso se positionne face au monde. Cette transition, discrète mais irréversible, marque le véritable milieu du récit. Les chancelleries étrangères ne se contentent plus d'observer. Elles envoient des émissaires, demandent des entretiens, cherchant à comprendre la doctrine qui se met en place. Dans le pays, les universités se préparent à restructurer leurs programmes pour accueillir de nouvelles filières. Les villages, eux, vivent cette mutation comme une affirmation longtemps retenue. Au centre de cette recomposition, Ibrahim Traoré présente une notion simple, unité stratégique. Elle offre un fil conducteur entre la souveraineté nationale, les partenariats régionaux et les attentes populaires. Les pays voisins, Mali, Niger, Tchad, signalent leur volonté de coopérer, anticipant déjà une architecture minière sahélienne davantage intégrée. Ce midpoint révèle que la découverte n'est plus un événement isolé. Elle devient la matrice d'un ordre nouveau, encore fragile mais désormais plausible. Les effets concrets de la découverte du Somme Gandé se manifestent dès les premières semaines, transformant simultanément les dynamiques des sociales, économiques et régionales. Le pays ne réagit pas seulement à une richesse nouvelle. Il réorganise ses priorités autour d'un horizon plus vaste.
où la souveraineté devient une pratique quotidienne. Pour les travailleurs nationaux, le changement est immédiat. Le gouvernement crée un fonds de souveraineté minière alimenté par 5% des revenus bruts d'exploitation. Cet instrument finance la construction de lycées techniques à Bobo-Dioulasso et Kaya, ainsi qu'un hôpital minéralogique destiné à traiter les pathologies liées aux environnements volcaniques. Dans les campagnes, la hausse de la consommation locale reflète une confiance retrouvée. Les familles voient dans cette redistribution un signe tangible que la ressource servira d'abord ceux qui vivent sur la terre qui l'a révélée. Pour les entreprises nationales, l'impact prend la forme d'une accélération structurelle. L'État impose la priorité aux sociétés burkinabées dans les contrats de logistique, de surveillance et d'ingénierie. Des startups technologiques émergent autour de l'Académie des mines, développant des capteurs de sécurité et des drones de reconnaissance fabriqués localement. Ce mouvement crée un écosystème industriel inédit, associé à un transfert de compétences plus rapide qu'anticipé. Les acteurs économiques y voient le début d'un tissu productif capable de dépasser la simple extraction. Pour les partenaires étrangers, la réaction oscille entre intérêt et prudence. Les délégations russes, chinoises et nigérianes proposent des accords bilatéraux encadrés, tandis que l'Union européenne plaide pour davantage de garanties environnementales. Les multinationales, de leur côté, craignent de perdre des positions acquises de longue date. La nouvelle centralité burkinabé les oblige à renégocier leurs approches. Les analystes internationaux qualifient cette inversion de rapport de force d'effet Traoré, notant que pour la première fois, un pays sahélien impose le rythme des discussions. Pour le territoire régional, les retombées dépassent largement les frontières administratives. Le Mali et le Niger bénéficient de programmes de formation croisés pour leurs ingénieurs. Le Togo et le Ghana envisagent d'interconnecter leurs corridors logistiques aux infrastructures minières burkinabées. Ces liens tissent progressivement un réseau sahélien plus cohérent, transformant une découverte locale en levier continental. Les observateurs y voient la possibilité d'une intégration régionale plus résiliente. Dans cette mosaïque de conséquences, un double principe apparaît. Plus le pays protège son autonomie, plus la confiance populaire augmente. Plus il assume sa position singulière, plus ses voisins cherchent à collaborer. Ibrahim Traoré incarne cette ligne d'équilibre, arbitrant entre prudence et ambition. Le Somme-Gandé ne modifie donc pas seulement les indicateurs économiques. Il redéfinit la place du Burkina Faso dans l'imaginaire africain. La trajectoire du Burkina Faso au cours des 12 prochains mois dépendra de la capacité de l'État à maintenir l'équilibre entre souveraineté interne et pression externe. Trois scénarios émergent, chacun reposant sur des conditions réalistes dictées par les données et les réactions déjà observées. Le gouvernement poursuit une stratégie de contrôle strict tout en ouvrant des partenariats techniques limités. Les exploitations pilotes du Somme-Gandé débutent sous un régime restreint, permettant de tester les capacités nationales sans bouleverser les marchés internationaux. Le PIB progresse entre 6 et 8%, principalement grâce aux investissements africains stimulés depuis la découverte. Les tensions diplomatiques restent contenues, les discussions multilatérales s'orientent vers des cadres de transparence plutôt que des ingérences directes. Ce scénario exige une gouvernance stable et une communication régulière avec les institutions régionales. Le consortium panafricain des ressources stratégiques consolide son rôle, transformant le Burkina Faso en moteur d'intégration sahélienne. Les infrastructures minières et énergétiques se partagent entre plusieurs pays, créant un corridor économique inédit. Les premières promotions d'ingénieurs formés à l'Académie des mines amorcent une dynamique de transformation locale. Les investissements publics doublent et génèrent plus de 100 000 emplois directs sur un an.
Cette trajectoire renforce la cohésion régionale et réduit la dépendance extérieure. Le Sahel, longtemps perçu comme une zone fragile, devient un espace d'innovation contrôlée et de coopération renforcée. Les marchés mondiaux réagissent défavorablement à la fermeté burkinabé. Des sanctions financières ciblées apparaissent, accompagnées de campagnes médiatiques cherchant à affaiblir la légitimité du modèle souverain. À l'intérieur, les acteurs économiques se divisent entre partisans d'un contrôle total et défenseurs d'une ouverture rapide. Les, les tensions ralentissent les projets d'infrastructure, tandis que le gouvernement adopte des politiques de rationnement pour protéger les secteurs essentiels. Le rêve d'autonomie risque alors de basculer vers un isolement contraint, freinant la croissance et déstabilisant les avancées sociales obtenues. Dans ces trois trajectoires, une seule constante demeure, la nécessité de planifier avant d'agir. Le pays doit penser chaque décision comme un point d'ancrage plutôt qu'une réaction. Une démarche structurée permet, même dans l'incertitude, de conserver la direction choisie. Les semaines qui suivent transforment la découverte du Somgand en expérience commune, ressentie bien au-delà des institutions. Dans les marchés de Ouagadougou, les discussions quittent un instant les préoccupations quotidiennes pour se tourner vers l'avenir d'un pays désormais placé sous un autre éclairage. Les familles mesurent que cette richesse ne s'inscrit pas seulement dans les chiffres, elle touche la manière dont chacun envisage sa place dans la communauté nationale. Les travailleurs observent que les politiques publiques s'orientent vers une amélioration des infrastructures scolaires et sanitaires. Ils y voient la possibilité d'un futur où la compétence locale prend une valeur nouvelle. Les enseignants transforment leurs cours en espaces de réflexion civique. Ils expliquent comment une ressource naturelle peut devenir un enseignement social, reliant science, souveraineté et responsabilité collective. Les adolescents découvrent qu'un volcan peut aussi être un lieu d'apprentissage. Les, les jeunes diplômés ressentent une motivation accrue. Le pays valorise leur savoir-faire et les nouvelles filières annoncées semblent offrir un horizon plus stable. Beaucoup se projettent déjà vers les académies techniques ou les laboratoires en constitution. Ce basculement culturel encourage une posture active où la connaissance devient outil d'avenir plutôt que simple promesse. Les communautés villageoises, de leur côté, réinvestissent les traditions en leur donnant un sens renouvelé. Des cérémonies locales associent les récits anciens à l'événement présent, comme si l'histoire familiale se tressait soudain à l'histoire nationale. Ce mouvement renforce la cohésion sociale et réduit la sensation de distance entre les centres urbains et les campagnes. Dans ce paysage, une question revient souvent. Comment chaque foyer peut-il participer à ce moment décisif? La réponse, simple et partagée, tient dans la discipline collective. Apprendre, protéger, contribuer à la stabilité. La phase suivante nécessite une organisation méthodique pour transformer la découverte du Somme-Gandais en trajectoire durable. Les autorités présentent un cadre d'action structuré en 4 étapes, chacune pensée pour relier la souveraineté minérale à la stabilité sociale et régionale. Cette approche se veut progressive, mesurable et vérifiable par l'ensemble des institutions nationales. Première étape, institutionnaliser le contrôle. L'État crée une autorité nationale du Somme-Gandais, chargée de superviser les flux, la traçabilité et les concessions. Chaque gramme extrait doit être enregistré et chaque transaction publiée afin de limiter les risques d'ingérence ou de détournement. Ce cadre assure une transparence indispensable pour bâtir une gouvernance crédible. Ensuite, un programme de formation est lancé pour former une centaine d'ingénieurs spécialisés en robotique et géophysique appliquée. Les universités collaborent avec des laboratoires partenaires pour développer des outils d'analyse et des protocoles de surveillance adaptés aux spécificités du volcan.
Cette montée en compétences renforce la capacité du pays à gérer seul sa filière. Puis, les revenus tirés du diamant financent trois pôles prioritaires: éducation, santé et transition énergétique. Le premier parc solaire de Dédougou symbolise cette volonté d'articuler ressources minières et autonomie infrastructurelle. Les collectivités locales reçoivent également des fonds destinés à moderniser les écoles rurales. Enfin, des études d'impact sont menées pour éviter les dérives observées dans d'autres régions minières. Les écosystèmes proches du Somme-Gandais font l'objet d'un suivi continu, intégrant biodiversité, qualité de l'air et stabilité du sol. Ce volet s'inscrit dans une logique préventive plutôt que réparatrice. À travers ces mesures, Ibrahim Traoré insiste sur une idée clé: la souveraineté n'a de valeur que lorsqu'elle se transforme en connaissance partagée et en institution solide. Au pied du Somme-Gande, une pierre brute, encore marquée par la poussière volcanique, sert désormais de repère symbolique. Elle rappelle les premières heures où les équipes sur le terrain sentaient sous leurs pas ces vibrations ténues qui annonçaient un basculement silencieux. Les habitants viennent s'y recueillir comme devant un témoin muet de leur propre détermination. Les anciens déposent des fragments de charbon, les enfants des cailloux pâles ramassés dans les collines voisines. Autour de ce monument improvisé, les récits se croisent. Les jeunes se souviennent des voix radiophoniques annonçant la découverte, tandis que les plus âgés retrouvent dans le geste collectif une continuité entre mémoire et avenir. Dans les villages proches, les cérémonies mêlent chants traditionnels et promesses murmurées. Les familles y voient un passage, un moment où le destin national s'aligne enfin avec l'espérance populaire. Au centre de cette émotion partagée, Ibrahim Traoré exprime une certitude simple: la lumière qui naît de la terre doit être portée avec mesure. Sa phrase résonne dans les écoles, les marchés, les foyers. Ce bref rappel, grave et limpide, scelle l'idée que la découverte n'est pas un miracle isolé, mais un engagement continu envers soi-même et envers la communauté. Le Burkina Faso entre dans une phase où la découverte du Somme-Gandais ne relève plus seulement du récit national, mais d'une responsabilité partagée. Les familles, les enseignants, les travailleurs et les étudiants façonnent ce moment par leurs gestes quotidiens. Les marchés reprennent leurs couleurs, les écoles redonnent sens aux leçons, et les radios locales tissent un fil continu entre village et capitale. La pierre brute déposée au pied du volcan devient un symbole tranquille, rappelant que la richesse n'a de valeur que lorsqu'elle engage chacun dans un effort commun. Les communautés redécouvrent la force des initiatives locales. Ateliers d'apprentissage, projets coopératifs, cercles de discussion où l'on échange sur l'avenir sans chercher de consensus forcé. Ces espaces modestes structurent une cohésion nouvelle fondée sur l'attention mutuelle. Dans ce contexte, la parole du public compte autant que les décisions officielles. Chaque foyer peut choisir d'apprendre davantage, de transmettre un savoir, de protéger un espace de vie ou de soutenir les institutions locales. Ces gestes simples ancrent la souveraineté dans le quotidien. Alors, comment souhaitez-vous participer à cette lumière née du Somme-Gandais?